Merci de nous suivre, mesdames, messieurs. Bonjour et bienvenue au 13h. 6 véhicules pick-up et une voiture Volkswagen pour la Direction nationale du commerce et de la concurrence. La remise a eu lieu hier. Ce don d'une valeur de 114 millions de francs CFA est le fruit de la coopération bilatérale entre la République du Mali et le gouvernement du Japon. Ce don permettra de mieux outiller la Direction nationale du commerce et de la concurrence dans la réalisation de ses missions. Adama Tangara pour le compte rendu. Ces 6 véhicules pick-up et une voiture Volkswagen que vient de recevoir la Direction nationale du commerce et de la concurrence par le ministre du Commerce, des Mines et de l'Industrie rentrent dans le cadre de l'appui du gouvernement japonais au Mali. D'un coût de 114 millions de francs CFA, ces véhicules, dans le cadre de la coopération Mali-Japon, vont renforcer les capacités des services techniques de la Direction nationale du commerce et de la concurrence. Avec ces véhicules, je crois que ça ne pourra que renforcer, surtout que nos pays et nos services ne sont pas suffisamment déconcentrés au niveau des régions. Donc ces véhicules leur permettront quand même d'aller en profondeur pour s'enquérir de la situation réelle en termes d'approvisionnement, de disponibilité des produits de première nécessité. Quelles sont donc les attentes du ministre du Commerce, des Mines et de l'Industrie en remettant ces véhicules à la Direction nationale du commerce et de la concurrence? Ces véhicules-là, à partir de demain, vous allez les voir sillonner les régions du Mali qui sont libres, de Mopti pratiquement jusqu'à Kay. Vous allez les voir sillonner les marchés, sillonner les routes nationales pour que la Direction nationale du commerce et de la concurrence et ces directions régionales puissent assumer à bien leur mission. Cet accompagnement du gouvernement japonais au Mali s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités logistiques pour la réalisation diligente des missions assignées à la Direction nationale du commerce et de la concurrence pour le développement socio-économique du pays. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche était en visite de terrain hier. Moussa Léo Sidibé s'est rendu dans les fermes agricoles de Samanko et de Katibougou. Objectif, constater les retombées des différentes conventions de partenariat scellées entre certaines structures de son département et des entrepreneurs agricoles privés. À l'issue de sa visite, le ministre se dit satisfait. Abdraman Maïga était présent. Son compte rendu. Une des ambitions des plus hautes autorités, c'est d'amorcer le développement socio-économique du Mali par le renforcement du partenariat public-privé. Une politique dont la mise en œuvre permet d'établir une collaboration gagnant-gagnant entre les deux parties. C'est le bienfait de cette stratégie qui vient d'être une fois de plus démontré au ministre de l'Agriculture, à Samanko et à Katibougou, des zones reconnues dans le cadre de la promotion de l'agriculture urbaine et périurbaine par excellence. Dans ces espaces, jonchent plusieurs programmes de développement agricole. Parmi ces projets figure la ferme agricole de Amadou Sidibé. Cette ferme, première étape de la visite du ministre Moussa Léo Sidibé, est un champ d'une dizaine d'hectares de maïs Sotibakan exploité dans le cadre d'une convention de partenariat entre le promoteur et le centre d'apprentissage agricole de Samanko. Ce partenariat s'est manifesté par la réalisation d'une parcelle de 10 hectares à maïs entièrement cultivée et mécanisée. Il n'y a pas de culture manuelle sur cette parcelle. Et justement, les élèves viennent apprendre sur ce matériel parce qu'il est difficile pour un centre d'apprentissage d'acquérir un matériel de si grande technologie. La seconde étape de cette visite de terrain est un champ d'expérimentation et de démonstration mis en œuvre à Samanko par Amadou Sidibé. Sur 3 hectares et demi, il expérimente le melon sous serre sur une portion de 300 mètres carrés et des papayes solo. Avec ces cultures à haut rendement, il ambitionne d'apporter sa contribution à la promotion du secteur agricole. Je suis en tout cas très satisfait et je suis satisfait de la collaboration entretenue, des résultats sur le terrain, mais aussi des perspectives que cette collaboration offre pour notre pays. Cette sortie du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a pris fin par la visite d'un champ d'expérimentation de papaye solo. Cette réalisation de 3 hectares est le résultat d'un partenariat entre le programme Compétitivité et de diversification agricole PCDA et Sékou Diarra. Par ce projet de 20 millions de francs CFA, financé à coût partagé, le PCDA et son partenaire entendent vulgariser cette variété de papaye très prisée sur le marché national et international. L'actualité hors du Mali nous amène en Égypte, en Tanzanie, où il y a eu accident d'autocar. Mais d'abord le Bénin pour parler de la visite de la secrétaire d'État américaine Hillary Clinton. Dernière étape de la longue tournée de la secrétaire d'État américaine en Afrique. Hillary Clinton a séjourné vendredi au Bénin, l'occasion pour la chef de la diplomatie des États-Unis de saluer le travail accompli par le chef de l'État Thomas Boni Yayi, qui assure la présidence tournante de l'Union africaine. Merci pour le travail que vous effectuez à la tête de l'Union africaine.
pour tout ce que vous faites pour assurer la paix, la démocratie, la stabilité et le développement sur ce grand continent. La tournée africaine de la secrétaire d'État américaine a débuté le 31 juillet. Hillary Clinton s'est rendue dans 9 pays du continent où, d'après de nombreux observateurs, elle a tenté de contrecarrer la montée en puissance de la Chine. Visite du président égyptien dans le Sinaï. Mohamed Morsi vient regonfler le moral des soldats de l'armée déployés dans la péninsule pour lutter contre les groupes extrémistes. Des groupes accusés d'être impliqués dans une attaque qui a coûté la vie dimanche à 16 gardes frontières égyptiens. C'est la deuxième fois depuis l'attaque que le chef de l'État égyptien passe en revue les opérations menées par l'armée et la police dans le Sinaï. Au moins 13 morts et 70 blessés. C'est le bilan provisoire de 2 accidents d'autocar qui se sont produits à Tanga, dans l'est de la Tanzanie. Un poids lourd a violemment percuté un car stationné sur le bord de la route. Les passagers du car broyé s'apprêtaient à aller porter secours aux passagers d'un bus tombé dans un ravin. Toutes les victimes sont des chrétiens kényans qui venaient assister à une cérémonie religieuse à Dar es Salaam, en Tanzanie. La récolte du soja et du maïs s'annonce mauvaise aux États-Unis. Elle pourrait baisser de 13%, résultat d'une sécheresse. L'on pourrait donc s'attendre à la hausse du prix des céréales aux États-Unis. Et comme solution, la FAO préconise la réduction de la production du biocarburant. Avec des températures records en juillet, les États-Unis connaissent depuis 2 mois une sécheresse historique. Les États du Midwest, où se trouvent les grandes zones céréalières, sont particulièrement touchés. Les récoltes de maïs et de soja s'annoncent mauvaises, alors que les États-Unis assurent habituellement 40% de la production mondiale de ces 2 céréales. À la mi-juin, nous pensions encore que nous étions partis pour une très belle récolte. Et depuis 3 semaines, nous avons bifurqué vers une très mauvaise situation. Selon le ministère américain de l'Agriculture, la production de maïs et de soja devrait baisser de 13% cette année. Le blé n'est pas épargné, alors que la sécheresse fait aussi des dégâts en Russie et en Ukraine, 2 autres greniers à blé. À la bourse de Chicago, le cours mondial du blé et du maïs est déjà en forte hausse, ce qui aura des conséquences sur les prix des denrées alimentaires. À court terme, vous verrez le prix de votre repas augmenter de 3 à 5%. Les prix peuvent augmenter de 10% dans les 6 à 8 mois à venir. La hausse du prix des céréales va également augmenter de manière mécanique le prix de la viande et du lait. L'inquiétude vient surtout des pays importateurs de céréales. On se souvient des émeutes de la faim dans les années 2008 et 2009. La FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture, a demandé aux États-Unis de réduire leur production de biocarburants fabriqués à partir du maïs afin d'éloigner le risque d'une nouvelle crise alimentaire. Situation en Syrie, la ville de Saraïdine est sous le feu. L'armée ne décolère pas, les rebelles non plus. Une véritable scène de guerre. Les États-Unis envisagent des sanctions contre le régime de Bachar el-Assad et sur le terrain, l'heure est au recueillement. Éphémère moment de recueillement lors de la prière du vendredi dans une mosquée à Damas, en Syrie. Dehors, la bataille fait rage. À Damas, comme à Alep, au nord du pays, où les combats se poursuivent. Sur ces images amateurs, on voit le quartier emblématique de Salah-Eddin baigné dans un nuage de poussière. Les résistants reculent face à l'offensive musclée des soldats de Bachar al-Assad. Une bataille clé pour une ville stratégique. L'armée syrienne tient tête, mais les rebelles n'ont pas dit leur dernier mot. Après un retrait tactique la veille, ils tentent de rassembler leurs troupes. L'opposition presse plus que jamais les Nations Unies à agir au plus vite. Elle déplore le manque de moyens de l'émissaire international. Un émissaire international devrait être assez fort et assez armé pour pouvoir arrêter ces tueries. Mais un émissaire avec 100, 200 ou 300 observateurs à sa disposition, c'est inutile. Il ne peut rien faire. Et nous n'avons pas besoin d'autres témoins de ces tueries. De l'autre côté de l'Atlantique, les États-Unis préparent de nouvelles sanctions contre le régime de Bachar al-Assad. Nous nous sommes engagés à prendre toutes les mesures nécessaires afin d'isoler le régime. Nous allons couper leurs ressources économiques qui financent la répression du peuple syrien. Près de 17 mois après le début de la révolte, le bilan humain s'alourdit en Syrie.
Au total, les violences ont fait plus de 21 000 morts, dont une centaine dans la seule journée de vendredi. Quelque chose de plus gai maintenant, du sport football. La première demi-finale de la Coupe du Mali, 52e édition, se joue aujourd'hui au stade Omnisport Modibo Keïta. Elle oppose le Djolibassi aux 11 créateurs du Nyarila. Les Djolibis ambitionnent de remporter leur 20e Coupe du Mali, contrairement aux 11 créateurs qui veulent inscrire pour la première fois leur nom au palmarès de la Coupe du Mali. Alors, comment les deux formations préparent cette rencontre importante? Pour le savoir, Al-Jumatina est allé à la rencontre des deux formations. Suivons. Autre compétition, autre challenge. C'est conscient de cet état de fait que le Djoliba Athletic Club, en pleine préparation dans son entre à Heremakono, aborde ses rendez-vous de dimanche. Il s'agit de la demi-finale de la Coupe du Mali qui l'opposera aux 11 créateurs. Fait partie quand même de nos objectifs. C'est un match important contre une équipe qui est difficile à jouer, qu'on connaît bien, qui nous connaît bien. Et donc nous, on a cet objectif quand même de finir en boutique. Et si on a la Coupe du Mali pour comme sur les gâteaux, ça ne nous fait pas du mal. Nous nous insistons sur le fair play, et surtout au niveau de Djoliba, que les supporters sachent que c'est entre nous. Tous les Maliens sont du même père et du même mère. Le football, c'est une occasion pour nous de nous rapprocher, de nous connaître. Pour rester sur sa dynamique de victoire depuis le début de la saison, le Djoliba AC ne compte pas changer sa philosophie. À cet effet, pas question de s'enflammer, surtout face à une équipe qui lui a souvent tenu la dragée haute. On va aborder ces matchs avec la plus grande concentration. Surtout un match de coupe est toujours différent d'un match du championnat. Parce que les équipes ont le même niveau. Donc surtout les 11 créateurs est une bonne équipe. Leur entraîneur, moi je pense que c'est un génie, je le connais très bien, il m'a formé. Donc on ne s'attend pas à un match facile. C'est au grand complet que les Rouges de Bamako s'apprêtent à s'effrayer le chemin de la finale, afin de pouvoir rêver d'un éventuel triplé historique. Cap sur Nyarela pour y retrouver les 11 créateurs de la localité. Dans leur fief, Noum Djane et sa troupe pensent avoir atteint leur objectif, après leur maintien en première division. Qu'à cela ne tienne, jouer une demi-finale de Coupe nationale pour la première fois est aussi motivant. C'est aussi important parce que c'est la première fois que le 11 créateurs se retrouve à ces niveaux. Et je pense qu'on ne va pas cracher là-dessus. C'est vrai, c'est le Djoliba, c'est vrai que ça aurait dû être le Stade ou le Sobé ou le Real de Bamako. J'ai dit, pour moi, ce n'est pas important, c'est un match de football, c'est une demi-finale de Coupe du Mali qu'on va jouer. Et on va mettre tout en œuvre quand même pour faire un très grand match. Invité surprise au Caridas de la 52e Dame Coupe du Mali, les 11 créateurs n'avaient pas jusque-là rencontré sur leur chemin une grosse pointure. Cette fois-ci, ils sont conscients que le Djoliba Athletic Club est un client sérieux. On va essayer d'aborder ces matchs tranquillement. On va essayer de travailler pour remporter ces matchs et aller en finale. Djoliba, tout le monde savait que c'est une grande équipe. À Nyarila, l'on est convaincu que les matchs de coupe réservent souvent leur lot de surprises. Et l'espoir est donc permis. Vous le savez déjà, le Mali est qualifié pour le dernier tour des éliminatoires de la CAN des moins de 20 ans. Les Aiglons ont battu les Rwandais par le score de 3-0, une nette victoire qui a donc redonné le sourire aux Aiglons. Le résumé du match avec Khalifa Namatraouri. Les Aiglons n'ont eu besoin que de 2 minutes pour se mettre sur la bonne voie pour franchir la première étape de la qualification à la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. Samba Diallo ouvre le score à la 48e minute et Adamagnan marque le deuxième but à la 50e minute. Entre les deux réalisations, Samba Diallo a eu l'opportunité de tuer le match. Sa tentative passe légèrement à côté du montant gauche du portier Olivier Cuisera. Les jeunes Amavoubi sont les premiers à apporter le danger dans le camp malien dès la 8e minute. Une grosse frayeur, vite dissipée par le tir de Adamagnan. Il était certainement écrit que les juniors maliens devraient entendre la deuxième mi-temps pour sceller le sort de cette double confrontation, puisque Adama Traoré, à la 63e minute, a réussi le troisième but. Pour une première sortie officielle à domicile, les Aiglons ont certes montré quelques lacunes, mais l'essentiel était le réalisme. Le match ça a été joué à Kigali. Kigali, bon, ils nous ont gagné là-bas. Mais 2-1. Mais à Bamako, ici c'est chez nous. Il faut prouver devant notre public qu'on a une équipe. Les jeunes l'ont prouvé. Si tu as vu l'équipe rwandaise, c'est une bonne équipe. Hein. Tactiquement, ils sont sur place. Mais on a appris les analyser pour placer nos comptes. Vous avez vu, les 3 billes, ce n'est pas des billes
facile. Hein. C'est le fruit du travail de toute une équipe qui a marché. L'analyse, elle est que sur les 2 matchs, on leur a donné 3 buts. Mon gardien de but a été fautif au match aller. Aujourd'hui, on leur donne les 2 premiers buts. Même si on a été dominé, bon, il y a un peu de regret parce que c'est vrai que quand on fait des cadeaux, après, on est toujours un peu déçu. Mais sur le match, le Mali mérite sa victoire. Le chemin de l'Algérie, où se jouera la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans en 2013, passe par la Zambie, qui a profité du forfait du Lesotho. Bravo aux Aiglons. Et nous terminons par la musique et direction la France, précisément le festival Ingénieuse Afrique, 16e édition, avec cette découverte. Elle s'appelle Kadidjara, elle a surpris plus d'un avec sa voix. Kadidjara est originaire du Burkina Faso. Merci à vous d'être là pour nous. Célébrer l'Afrique entre amis, c'est le challenge des organisateurs du festival Ingénieuse Afrique à Foix, un festival où l'on va de surprise en découverte. Originaire du pays Bobo au Burkina Faso, Kadidjara, troubadour des temps modernes, à la voix chaude et envoûtante, marie avec une savante alchimie des chants traditionnels teintés d'un soupçon rock'n'roll. Une fusion entre hier et aujourd'hui où se mêle la sensualité scénique des bambara et l'énergie des percussions. Dans la cité des contes de Foix, bon sang ne saurait mentir pour cette fille de Nana Dembélé, illustre figure de la caste des musiciens-conteurs. C'était un échange, un grand échange avec le public qui ne connaît pas l'Afrique. On parle avec les yeux, avec la main, avec le sourire, avec la danse, avec le chant. Ça parle. Et avec le cœur ? Avec le cœur. Un fabuleux mélange détonnant qui a séduit le public. J'étais très ému de voir une énergie comme celle-ci qui est magnifique. J'ai été touché réellement. Le fait d'en parler, j'ai encore des frissons. C'était exceptionnel. Oui. Dans la langue natale de Kadi, il n'y a qu'un seul mot pour dire jouer, danser, parler et chanter. Un succès qui n'a pas été démenti par le public qui a communié avec l'artiste toute la soirée. Et c'est sur ces notes que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Ce soir à 20h45, retrouvez Nyanya Alou Traoré. On n'oublie pas nos compatriotes des régions du nord du Mali vivant sous occupation. Nous sommes de cœur rédaction avec eux. Merci et bonne suite de programme sur l'ORTM.